La fille de mon frère a pris la Rolex à 12 000 €, que je m'étais offerte pour mon anniversaire, et l'a jetée dans les toilettes du restaurant. Maintenant, tu n'as plus rien pour frimer, a-t-elle dit. Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, maman m'a envoyé un message, tu n'es plus le bienvenu parmi nous. Mon frère a liké le message. Avant le lever du soleil, le gérant du restaurant m'a envoyé un clip de sécurité de 12 secondes, et mon frère m'a appelé 3 minutes plus tard. La montre reposait dans sa boîte bleu roi, sur le siège passager, pendant que je conduisais vers la bijouterie. 8 années, à la regarder en ligne. 8 ans, à transférer de l'argent sur un compte d'épargne séparé, à chaque jour de paie. 40 €, puis 60, puis 100, quand j'ai été promu analyste principal. 8 ans, à passer devant la vitrine de Redmond S. Jewelry, pendant ma pause déjeuner, et à me dire, pas encore. Pas encore. Pas encore. Le 8 novembre, pour mon 34e anniversaire, je suis entré, et j'ai dit, maintenant. 12 000 €. La vendeuse a rédigé le reçu à la main, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle a inscrit le total en bas, puis, sans demander, elle a ajouté un mot en dessous, à l'encre bleue, joyeux anniversaire à vous-même. J'ai plié ce reçu 2 fois, et je l'ai glissé dans mon portefeuille, derrière ma carte de débit. La montre est allée sur mon poignet. Une submarinée en acier inoxydable, avec une lunette en céramique noire. C'était la chose la plus lourde que j'ai jamais portée, qui ne soit pas un fardeau. Je suis resté assis sur le parking pendant 3 bonnes minutes, juste à la regarder, pas à l'admirer, mais à la comprendre. Cette montre, c'était 8 ans de repas faits maison, d'invitations déclinées, et de week-ends où je restais chez moi à lire, au lieu de dépenser. C'était la preuve, que la patience se transforme en quelque chose que l'on peut tenir entre ses mains. Je suis rentré chez moi, j'ai mis un blazer bleu marine, et j'ai laissé la boîte sur ma table de chevet, avec le couvercle ouvert. Ce soir-là, je me suis assis à une table pour 5, chez Bellini, sur Arbor Street. Ma mère, Iris, était à ma gauche. Mon frère, Kent, était en face de moi, avec sa femme, Petra, et leur fille de 13 ans, Zara. La réservation était la mienne. Le dîner était le mien. L'anniversaire était le mien. Tout le reste, tout ce qui s'est passé à cette table, leur appartenait. Bellini était le genre d'endroit avec des serviettes en tissu, et des bougies qui sentaient la vanille. Je l'avais réservé 3 semaines à l'avance, parce que je voulais une soirée, une seule soirée, où je pourrais m'asseoir avec ma famille, sans avoir l'impression de m'excuser d'exister. Je travaille comme analyste de crédit commercial, dans une banque régionale. J'y suis depuis 8 ans. J'évalue les demandes de prêts aux entreprises, j'examine les structures de garantie, je signale les dossiers frauduleux, et j'évalue la solvabilité pour des lignes de crédit, que la plupart des gens ne voient jamais. Je suis doué pour ça. Ma famille ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Pour eux, je suis assis à un bureau, et je déplace des chiffres. Kent, de son côté, dirige une entreprise de déménagement, appelée Kent Escargot. 3 camions, 6 employés, un entrepôt sur Decatur Boulevard. C'est lui qui prend des risques. C'est lui qui construit des choses. C'est comme ça qu'Iris le raconte. C'est comme ça que ça a toujours été raconté. Zara a remarqué la montre en premier. Elle s'est penchée au-dessus de la corbeille à pain, et a attrapé mon poignet, sans demander. C'est une vraie? Je lui ai dit que oui. Kent a reposé son verre de vin. Il n'a pas demandé combien elle avait coûté. Il le savait déjà. Je pouvais le deviner, à la façon dont ses yeux passaient de la montre à Iris, puis revenaient vers moi, comme si quelque chose entre eux avait été confirmé, avant même que j'entre. Ça doit être sympa, a-t-il dit. Être assis à un bureau toute la journée, à compter l'argent des autres, et à s'acheter des cadeaux que personne ne t'a demandé d'ouvrir. Iris a ri. Pas un grand rire. Le genre de rire, qui indique au reste de la table quel camp elle a choisi. Je n'ai pas répondu. J'ai mangé mon risotto. J'ai parlé à Petra de son projet d'aménagement paysager, et de l'érable du Japon qu'elle essayait de maintenir en vie tout l'automne. J'ai laissé la remarque de Kent là où il l'avait placée, parce que je laissais ces remarques couler depuis 34 ans, et la montre à mon poignet était la preuve, qu'aucune d'entre elles ne m'avait jamais empêché de construire ce que je voulais. Zara s'est excusée pour aller aux toilettes. Elle a pris son téléphone avec elle. Je n'y ai pas prêté attention. Petra m'a posé des questions sur mon travail,
et je lui ai parlé d'un dossier que j'avais repéré la semaine précédente, un entrepreneur, qui avait soumis 3 déclarations de revenus différentes, à 3 prêteurs différents, avec 3 chiffres d'affaires différents. Kent regardait son téléphone sous la table. Iris repliait sa serviette, pour la 3e fois. 4 minutes plus tard, Zara est revenue, s'est assise, et m'a souri avec un regard, que je n'avais jamais vu sur le visage d'une enfant de 13 ans. Un regard qui avait été répété. Un regard, qui appartenait à quelqu'un de plus vieux. Maintenant, tu n'as plus rien pour frimer, a-t-elle dit. J'ai regardé mon poignet. La montre avait disparu. Je l'avais enlevée pour me laver les mains avant l'entrée, et je l'avais posée sur la table, à côté de mon verre d'eau. L'endroit où elle se trouvait était vide, juste un léger cercle, dans la condensation laissée par le verre. Zara a continué à sourire. Kent s'est adossé à sa chaise, comme un homme regardant une scène qu'il avait lui-même réalisée. Iris a soulevé son menu, et a étudié la section des desserts, comme si une enfant de 13 ans ne venait pas de prononcer une réplique, qu'aucune fille de cet âge n'invente toute seule. Où est ma montre, ai-je demandé. Je l'ai jetée, a dit Zara. Dans les toilettes. Elle a disparu. La fourchette de Petra s'est arrêtée, à mi-chemin de sa bouche. Elle l'a reposée sur son assiette, sans la regarder. Elle a regardé Kent. Kent ne lui a pas rendu son regard. J'ai fixé mon poignet nu. Le poids avait disparu. 8 années de discipline, coincées dans un tuyau, sous le plancher du restaurant. J'ai glissé la main dans ma poche arrière, et j'ai touché la pliure du reçu, qui y était toujours. Le reçu ne pesait rien, mais à cet instant précis, c'était la seule chose qui me retenait à cette table. Kent, ai-je dit, lui as-tu dit de faire ça? Ce n'était pas une question. C'était une phrase que je lui tendais, et que je le regardais tenir. Il a pris son verre de vin, a bu une gorgée lente, et a prononcé les mots, que je porterai pour le reste de ma vie, tu as passé 7 ans à économiser pour une montre, parce que tu n'as rien d'autre dans ta vie qui vaille la peine d'être préservé. Pas de femme, pas d'enfant? Personne qui t'attend à la maison. Juste un bureau dans une banque, où tu comptes l'argent des autres toute la journée, et une montre que tu portes. Pour que les inconnus dans la rue pensent que quelqu'un t'aime. Zara t'a rendu service. Elle a jeté dans les toilettes la seule preuve que tu aies jamais eue, que tu existes. Le couple à la table voisine a jeté un coup d'œil. La femme a posé sa main sur le bras de son mari, et l'y a laissé. Une femme, 2 tables derrière nous, a tourné brusquement la tête, puis a détourné le regard. De la façon dont les gens le font, quand ils ont entendu quelque chose de si cruel, que regarder celui qui parle ressemble à une forme de complicité. Les yeux de Petra se sont remplis de larmes. Elle a pressé sa serviette contre sa bouche, et l'y a maintenue à 2 mains. Et quand elle l'a abaissée, le rouge à lèvres avait déteint sur le tissu, dans une forme qui ressemblait à une blessure. Un serveur, qui s'approchait de notre table pour rapporter du pain, s'est arrêté, a jaugé l'atmosphère, a fait demi-tour, et est retourné en cuisine, sans dire un mot. Iris étudiait le menu des desserts, comme si rien n'avait été dit. Elle a tourné la page. Elle a ajusté ses lunettes de lecture. Elle a fait glisser son doigt le long de la liste des cafés digestifs, comme si la bougie entre nous brûlait toujours pour un anniversaire, et non pour une crémation. Elle avait entendu chaque mot. Elle avait choisi de n'en entendre aucun. Je me suis levé. J'ai posé 300 € sur la table, pour l'addition. Je suis sorti de chez Belligny à 20h47, un vendredi soir, le jour de mon 34e anniversaire, sans montre au poignet, et avec un reçu plié dans mon portefeuille, qui indiquait 12 000 €, avec écrit « Joyeux anniversaire à vous-même » à l'encre bleue. Je me suis assis dans ma voiture, sur le parking, et j'ai pressé mon front contre le volant. Non pas parce que je pleurais, mais parce que je faisais des mathématiques. 8 ans, 12 000 €, une chasse d'eau, et un frère qui avait fait répéter un enfant, pour me balancer une réplique sur le fait que je n'avais rien. Je suis resté sur ce parking pendant 11 minutes. Ensuite, je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, à 23h16, Iris a envoyé un texto dans le groupe de discussion familiale. Quelques mots, tu n'es plus le bienvenu parmi nous. En dessous, une deuxième notification. Kent avait liké le message. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet, à côté de la boîte de Rolex vide, et j'ai éteint la lampe. La boîte restait ouverte. L'intérieur en velours bleu ne contenait rien. Le reçu était dans mon portefeuille, dans ma veste, sur la chaise à côté du lit.
Un seul élément de cet achat avait survécu. Celui que personne n'avait pensé à jeter dans les toilettes. Si votre famille vous a déjà exclu, pour avoir eu l'audace de vous acheter quelque chose que vous aviez mérité, vous connaissez le genre de silence qui suit. Ce n'est pas paisible. C'est le son d'une maison, où personne ne va appeler. Si des histoires comme celle-ci résonnent en vous, vous êtes au bon endroit. C'est le coin Reddit. À 5h47, le lendemain matin, un message est arrivé d'un numéro que je ne connaissais pas. Le nom affiché était Léon Modesto, directeur général, restaurant Bellini. Le message disait « Monsieur Arlot, j'ai visionné les images de sécurité de la nuit dernière, après que mon personnel a constaté des dommages sur une installation sanitaire. J'ai pensé que vous devriez voir ceci, avant que je ne remplisse un rapport de dégradation matérielle. » 12 secondes. Un fichier vidéo était joint. Je l'ai lu, assis sur le bord de mon lit, dans la lumière grise d'avant l'aube. L'angle de vue venait d'au-dessus du bar. Un plan large, couvrant la salle à manger. Je pouvais voir notre table. Je pouvais voir Zara, assise à côté de Kent. À la 7e seconde, Kent a ramassé ma montre, à côté du verre d'eau. Il l'a fait avec désinvolture, de la façon dont on attrape une salière. Il s'est penché vers Zara, a placé la montre dans sa main, et a pointé du doigt le couloir qui menait aux toilettes. Zara s'est levée. Kent s'est adossé, et a pris une gorgée de vin. 12 secondes, une transmission. Ce n'était pas l'impulsion d'une enfant. C'était une mise en scène. Chorégraphiée par mon frère, à une table où ma mère était assise, où elle a regardé, et où elle n'a rien dit. 3 minutes après avoir regardé l'extrait, mon téléphone a sonné. Le nom de Kent sur l'écran. « Écoute » a-t-il dit. Sa voix était rapide, tendue, dépouillée de l'assurance qu'il avait lors du dîner. Peu importe ce que ce restaurant t'envoie. Zara s'amusait. Elle a 13 ans. Les enfants font des trucs stupides. N'en fais pas toute une histoire. J'ai laissé le silence s'installer, pendant 3 secondes. Puis j'ai dit, pourquoi m'appelles-tu à 5h du matin, à propos d'une vidéo dont je ne t'ai pas parlé? Il a raccroché. Cet appel, c'était la faille. Pas la montre, pas la chasse d'eau, pas le texto. L'appel. Parce que la seule raison pour laquelle Kent connaissait l'existence de ces images, c'est qu'il avait appelé Léon lui-même, probablement dans l'heure suivant notre départ du restaurant, pour demander s'il y avait des caméras dans la salle. Et Léon, au lieu de répondre à Kent, m'avait envoyé l'extrait. Je suis allé chez Iris 2 jours plus tard, le lundi, pour récupérer une veste que j'avais laissée la semaine précédente. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Iris était à l'évier de la cuisine. Je pouvais entendre la voix de Kent, venant de la chambre du fond. Il était au téléphone. Il ne parlait pas doucement. Je vous l'ai dit, la garantie est toujours active. Mon frère l'a signé. Appelez le numéro sur la demande, et la personne de référence vous le confirmera. Je me suis arrêté dans le couloir. Ma main était toujours sur la porte du placard, où ma veste était suspendue. Le paiement est en retard, parce qu'un contrat nous est passé sous le nez. C'est un problème de calendrier, pas de solvabilité. La garantie couvre le solde. La voix de mon frère. Mon nom. Une garantie, que je n'avais jamais signée. Je travaille avec des garanties de prêt, 5 jours par semaine. Je les lis. Je les vérifie. Je signale celle où la signature ne correspond pas à la demande, ou si le cachet du notaire provient d'un État où le garant ne réside pas. Je sais à quoi ressemble une fausse garantie, avant même de la voir. Et ce que j'ai entendu, à travers la porte de cette chambre, c'était un homme, qui défendait un bout de papier portant mon nom, et que je n'avais jamais touché. J'ai décroché ma veste du cintre. Je suis passé devant la cuisine, sans regarder Iris. Elle a prononcé mon nom. J'ai continué à marcher. Je l'ai entendu poser un plat, et le répéter, plus fort. Mais j'étais déjà à la porte d'entrée, avec la veste sur le bras, et la pliure du reçu pressant contre ma hanche, à travers le portefeuille. J'ai conduit jusqu'à mon bureau. Je me suis assis à mon poste de travail. La lumière du matin filtrait par la fenêtre, de la même façon que tous les jours, une lumière plate et institutionnelle. La lumière d'un endroit, où l'on vérifie les choses. J'ai ouvert mon navigateur, et j'ai téléchargé mon propre rapport de crédit à la consommation. 4 comptes, que je n'avais jamais ouverts.
Un prêt d'équipement de 85 000 € auprès de Pacific Ridge Commercial Landin. Un deuxième crédit d'équipement de 120 000 € via Western Capital Finance. Un troisième de 92 000 € par la First Mountain Credit Union. Et une ligne de crédit commercial renouvelable de 45 000 €, toujours chez Pacific Ridge. L'endettement total, répertorié sous mon nom, s'élevait à 342 000 €. Les 4 comptes m'indiquaient comme garant personnel. Les 4 étaient liés à Kent Escargot LLC. 3 camions, 6 employés, un entrepôt sur Decatur Boulevard, dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Mon frère avait accolé mon nom, à chaque dollar qu'il ne pouvait pas se permettre de payer. Et ensuite, il s'était assis en face de moi, lors d'un dîner d'anniversaire, et avait regardé sa fille détruire la seule chose que j'avais achetée, avec de l'argent qui était réellement le mien. Je n'ai pas appelé Kent. Je n'ai pas appelé Iris. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau d'ordinateur, et je l'ai nommé avec le prénom de mon frère. Et j'ai commencé à extraire les dossiers de création de prêts, auprès de chaque établissement, par le biais des mêmes canaux professionnels que j'utilise tous les jours, à ce bureau où, selon Kent, je compte l'argent des autres pour gagner ma vie. Les dossiers sont arrivés en moins d'une semaine. 4 demandes. 4 signatures, qui ressemblaient à la mienne, mais penchaient un peu trop vers la droite. La façon dont une personne écrit, quand elle copie, au lieu de signer naturellement. 4 cachets de notaire, provenant du même officier, une femme nommée Gloria, qui opérait depuis une boutique UPS, à 2 pâtés de maison de l'entrepôt de Kent. Gloria avait certifié ma signature sur les 4 demandes. Elle ne m'avait jamais rencontré. Elle n'avait jamais vu mon permis de conduire. Elle ne m'avait jamais vu signer la moindre page. Mais ce qui m'a arrêté, c'est la page 6 de la demande de Pacific Ridge. Les notes de vérification interne du prêteur, une procédure standard pour l'examen des garants, une chose que je lis 10 fois par semaine, dans les dossiers des autres. La note indiquait, référence contactée, mère du demandeur et du garant. A confirmer que le garant est au courant et y consent. Appel provenant de la ligne fixe se terminant par 4738. La ligne fixe d'Iris. Le téléphone, qui reposait sur le comptoir de sa cuisine, à côté du pot de cuillère en bois. J'ai sorti les notes de vérification du deuxième prêteur. Même ligne fixe, même voix, même mot. Oui, mon fils Arlo est au courant, et il est d'accord. Ma mère ne s'était pas contentée de rester aux côtés de Kent, pendant qu'il falsifiait mon nom sur 342 000 € de dette commerciale. Elle avait décroché le téléphone dans sa cuisine, cette même cuisine que je payais pour faire rénover, et avait dit à un inconnu travaillant dans une banque, que son fils cadet avait accepté de garantir des prêts qu'il n'avait jamais vus. Elle l'avait confirmé 2 fois. J'ai failli m'arrêter là. Le reçu pressé contre ma cuisse, à travers le cuir de mon portefeuille. Et pendant une minute entière, je suis resté assis à mon bureau, au travail, fixant un écran rempli de chiffres, qui prouvaient que ma propre famille m'avait réduit à une simple signature, sur un bout de papier. J'ai envisagé de mettre le dossier à la corbeille, de fermer le navigateur, et de ne plus jamais regarder le moindre document les concernant. Mais le reçu portait une date, le 8 novembre. Et le prêt d'équipement de 120 000 € avait une date de garantie au 6 novembre, 2 jours avant mon anniversaire. Kent avait falsifié mon nom pour un prêt à 6 chiffres, puis, 48 heures plus tard, il s'était assis en face de moi, pour regarder sa fille détruire la chose que j'avais achetée, avec l'argent que j'avais réellement gagné. Ce n'était pas de la négligence. C'était du mépris, méticuleusement planifié. Le lendemain matin, j'ai sorti les factures des entrepreneurs, pour la rénovation de la maison d'Iris. Sur 3 ans, je lui avais envoyé 28 000 €, pour sa cuisine, son toit, et la plomberie, en paiement direct. J'ai appelé chaque artisan, et je leur ai demandé de confirmer ce qu'ils avaient reçu. Le montant total qui est parvenu aux véritables entrepreneurs, était de 9 200 €. Les 18 800 € restants, avaient été facturés par l'intermédiaire d'une société appelée KRC Project Service LLC, enregistrée à l'entrepôt de Decatur Boulevard. KRC était la société écran de Kent. Les chèques destinés à KRC étaient signés par Iris. Ma mère avait encaissé l'argent de mes rénovations, via la fausse entreprise de mon frère, puis m'avait envoyé un message, pour me dire que je n'étais plus le bienvenu parmi eux. J'ai appelé Arlon ce soir-là. Le frère de mon père. Soudeur à la retraite, 58 ans. Il vit à 40 minutes à l'est, dans un duplex qu'il a payé comptant en 2011,
grâce à 30 années de salaire syndical. Arlon était l'homme qui avait conduit jusqu'à mon appartement, la nuit où mon père est mort sur un chantier, il y a 12 ans. Il n'avait pas apporté de nourriture. Il n'avait pas apporté de plats préparés, ni de cartes, ni préparé de discours. Il a franchi ma porte à 1h du matin, s'est assis par terre, le dos contre le mur à côté de moi, et n'a pas dit un mot pendant 6 heures. Quand le soleil s'est levé, il a fait du café dans une cafetière que je ne savais pas utiliser, et m'a dit, ton père construisait des choses de ses propres mains, et on a aussi essayé de les lui prendre. Même combat, avec des outils différents. Puis, il est rentré chez lui. Arlon est venu en voiture. Il n'a pas demandé si j'en avais besoin. Il a frappé une fois, et est entré, en portant un pack de 6 root beers. Parce qu'Arlon n'a jamais touché à l'alcool de sa vie, et qu'il part du principe que toute personne méritant qu'on lui rende visite, ressent la même chose. Il s'est assis à la table de ma cuisine. J'ai posé le dossier devant lui, et je l'ai laissé lire. Il a lu lentement. Il tournait chaque page, comme s'il inspectait un cordon de soudure, à la recherche du défaut, qui ferait tout céder sous la pression. Lorsqu'il est arrivé à la page de vérification téléphonique, celle avec le numéro de téléphone fixe d'Iris, il s'est arrêté. Il a posé la page, et a pressé son pouce et son index, contre l'arête de son nez. Depuis combien de temps, m'a-t-il demandé. Le prêt le plus ancien a 3 ans, ai-je répondu. Le plus récent a été signé, 2 jours avant mon dîner d'anniversaire. 2 jours avant. Il l'a dit, comme s'il goûtait quelque chose d'avarié. 2 jours avant ton anniversaire, ton frère a falsifié ton nom sur un prêt à 6 chiffres. Et ensuite, il s'est assis en face de toi, et a fait détruire par sa fille, la seule chose que tu t'étais offerte. Oui. Arlon a pris sa root beer. Il l'a tenue, sans boire. Ton père aurait brisé une chaise sur le dos de Kent. Tu le sais. Je sais. Tu n'es pas ton père, et c'est pour ça que tu vas gagner. Dépose plainte pour tout. Ne les préviens pas. Ne les appelle pas. Ne négocie pas. La procédure légale, c'est la négociation. C'est le seul langage que les gens comme eux comprennent. Il est resté pendant 2 heures. Nous n'avons pas parlé de Kent pour le reste de sa visite. Nous avons parlé du match des Timbers, du projet de clôture de son voisin, et du prix du bois d'œuvre au dépôt de la 5e rue. Au moment de partir, il a posé sa main à plat sur le dossier, et m'a dit, garde des copies de tout ça. Quand ce sera fini, encadre ton reçu. La montre est remplaçable. Le fait que tu l'aies mérité, ne l'est pas. J'ai rencontré un avocat nommé Fleming, le lendemain après-midi. 47 ans, costume gris, bloc-notes jaune, aucune interruption. Quand j'ai fini d'exposer les preuves, il a posé son bloc-notes, et a dit, nous allons déposer des plaintes pour fraude auprès des 4 prêteurs, une déclaration de vol d'identité auprès de la FTC. Un rapport de police pour faux et usage de faux. Nous ferons aussi un signalement pénal au bureau du procureur, contre votre frère et votre mère, une plainte contre la caution de la notaire, ainsi qu'une poursuite civile, pour le détournement des fonds de rénovation. Et la destruction de biens. Votre exposition non autorisée totale s'élève à 342 000 €. Votre perte confirmée est de 30 800 €. Ce n'est pas un différend familial. C'est un crime de falsification et de fraude électronique. J'ai signé les documents, cet après-midi-là. Fleming a tout soumis, avant la fermeture des bureaux. J'ai failli appeler Iris ce soir-là. Ma main était sur le téléphone. Son nom était sur l'écran. Et je pouvais ressentir le poids de ces 30 dernières années, à être le fils qui arrondit les angles, qui fait les réservations pour les dîners, et qui envoie le chèque sans qu'on le lui demande. Mais le reçu dans mon portefeuille portait une date. Et 2 jours avant cette date, ma mère avait prononcé mon nom dans un téléphone, pour donner à une banque, la permission de mettre 120 000 € de la dette de quelqu'un d'autre sur mes épaules. J'ai posé le téléphone face vers le bas, sur la table de chevet. La boîte de Rolex vide était toujours là. J'ai fermé le couvercle. Le 25 novembre, je me suis rendu en voiture à l'entrepôt de Kent, sur Decatur Boulevard. Il était 18h40. Le parking comptait 3 camions, dont 2, je le savais maintenant, étaient financés grâce à ma signature falsifiée. Kent était dans le bureau du fond. Son associé était au 2e bureau, en train de vérifier des factures. Kent a levé les yeux, quand j'ai franchi la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?»
Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon sac sur la chaise près de l'entrée, je l'ai ouvert, et j'ai placé le premier document, sur le bureau de Kent. Le dossier de prêt de Pacific Ridge. Ma signature falsifiée, entourée à l'encre rouge. Kent l'a regardé, sa main s'est avancée vers le papier. C'est une copie, lui ai-je dit. Les originaux sont entre les mains de 4 prêteurs, de la FTC, du bureau du procureur, et de mon avocat. Ne le touche pas. J'ai posé le deuxième document, celui de Western Capital Finance. J'ai posé le troisième, de la First Mountain Credit Union. J'ai posé le quatrième, pour la ligne de crédit renouvelable. L'associé de Kent a arrêté de taper. Il a lentement fait pivoter sa chaise, et a regardé les papiers qui s'accumulaient, sur le bureau de Kent. La voix de Kent a changé. Plus aiguë, plus rapide. L'assurance qu'il affichait à la table d'anniversaire, avait disparu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien dit. J'ai posé les registres du notaire. Gloria, à la boutique UPS. 4 visites, 4 coups de tampon, 0 vérification d'identité. Tu prends ça dans des proportions énormes, a dit Kent. J'allais te le dire. J'allais rembourser tout ça, avant même que tu ne sois au courant. C'est juste une question de timing. J'ai posé la feuille suivante. L'enregistrement de la vérification téléphonique d'Iris. Les notes internes du prêteur, noir sur blanc. Maire du demandeur et du garant. Consentement confirmé. Appel provenant de la ligne fixe, 47-38. L'associé de Kent s'est levé. Il a contourné son bureau pour se placer du côté de Kent, et a lu le dossier de Pacific Ridge. Il l'a lu pendant 10 secondes. 15. Il a regardé Kent. Kent, est-ce que mon nom figure sur l'un de ces documents? Silence. Kent, as-tu utilisé de fausses garanties, pour les camions que nous partageons? La bouche de Kent s'est ouverte. Ses lèvres ont bougé. Rien n'en est sorti. Son associé a pris ses clés. Il a dit, j'appelle mon avocat, à la première heure demain matin. Ne me contacte pas ce soir. Il est passé devant moi, et a franchi la porte de l'entrepôt. Son camion a démarré, et a quitté le parking. Le plafonnier bourdonnait dans l'espace vide, où sa chaise de bureau tournait encore lentement. Kent était toujours assis. Ses mains étaient posées à plat sur le bureau. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, par à coups brefs. Le sang avait déserté la peau, sous ses yeux. Sa jambe gauche rebondissait contre le sol. Et il ne parvenait pas à l'arrêter. J'ai placé le dernier document, les factures de KRC Project Service. 18 800 € siphonnés sur les fonds de rénovation, que j'avais payés pour la maison de notre mère. J'ai ramassé mon sac, je l'ai fermé, et je suis sorti. Les documents sont restés sur son bureau, 7 pages alignées, chacune étant une porte, qui ne se refermerait plus jamais. 3 jours plus tard, je suis allé chez Iris. Arlon était déjà là. Il avait roulé 40 minutes, sans qu'on le lui demande. Petra était assise à la table de la cuisine, devant une tasse de thé à laquelle elle n'avait pas touché. Kent se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés, et la mâchoire crispée, de cette façon qui m'intimidait quand j'avais 12 ans. Je n'avais plus 12 ans. Iris a commencé. Ça a été assez loin, Arlo. Quoi que Kent ait fait, il l'a fait pour sa famille. Toi, tu n'as pas de famille. Tu as une montre, et un compte d'épargne. Lui, il a une fille, une entreprise, et des responsabilités que tu n'as jamais eu à porter. Je me suis tenu au bord de la table. Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai ouvert le dossier, et j'ai étalé chaque chef d'accusation à plat, sur ce bois où nous avions mangé nos dîners du dimanche, pendant 30 ans. Kent, tu as falsifié ma signature sur 4 demandes de prêts commerciaux, totalisant 342 000 €. C'est un faux. Tu as utilisé une notaire, qui n'a jamais vérifié mon identité. C'est de la fraude. Tu as créé une société écran appelée KRC Project Service. Et tu as fait transiter 18 800 € de l'argent des rénovations, que j'avais payé pour la maison de maman, à travers cette entreprise, jusque dans tes propres comptes. C'est du vol. Maman, tu as appelé 2 prêteurs depuis ta ligne fixe, pour leur dire que je consentais à être le garant de prêts, que je n'avais jamais vu. C'est de la fraude électronique.
tu as signé les chèques destinés à la société écran de Kent. Avec l'argent que je t'avais donné pour ta cuisine et ton toit. Et ensuite, tu m'as envoyé un texto, pour me dire que je n'étais plus le bienvenu dans cette famille. J'ai regardé Kent directement dans les yeux. Tu as dit que j'étais assis à un bureau, à compter l'argent des autres. Tu avais raison. J'ai compté le tien. 4 prêts, 3 crédits d'équipement, une ligne de crédit, et une société écran facturant la rénovation de la cuisine de notre mère. Compter l'argent, c'est mon métier. Kent. Tu aurais dû t'en souvenir, avant d'apposer mon nom sur ton argent à toi. Les bras de Kent se sont décroisés, et ses mains sont retombées. Sa main droite s'est agrippée au comptoir derrière lui, et ses jointures ont blanchi. Son genou gauche a fléchi, et il s'est rattrapé contre le flanc du réfrigérateur. Sa respiration s'est brisée, en halètement court et superficiel. Un muscle de sa mâchoire tressaillait, et il ne parvenait pas à l'arrêter. Ses yeux balayaient la pièce, comme s'il cherchait une porte, qui n'existait pas. Iris a essayé de rattraper le coup. Arlo, je t'en prie. Nous sommes ta famille. Kent était en difficulté. Il était trop fier, pour demander de l'aide. Il n'était pas trop fier pour faire des faux, ai-je répondu. Et tu n'as pas eu trop honte, pour les confirmer au téléphone. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai lancé le fichier audio. L'enregistrement de l'appel de vérification du prêteur. La propre voix d'Iris. Légèrement étouffée, un peu précipitée, mais indubitable. Oui, mon fils Arlo est au courant, et il est d'accord. La cuisine est devenue silencieuse, de la façon dont une pièce devient silencieuse, quand un enregistrement parle à votre place. Arlon, assis à l'autre bout de la table, les mains autour d'une tasse de café vide, a fermé les yeux, et a secoué la tête une fois. La tasse de Petra a cliqueté contre sa soucoupe. Elle a pressé ses 2 paumes à plat sur la table, pour empêcher ses mains de trembler. Iris fixait le téléphone dans ma main, comme si c'était un miroir, qui lui renvoyait un visage qu'elle ne reconnaissait pas. Kent a tenté la première approche, le marchandage. Arlo, allez. On peut s'arranger. Je vais rembourser. Je vais tout refinancer à mon propre nom. Laisse-moi juste 6 mois. Tu as eu 3 ans, lui ai-je dit. Et tu as utilisé chacune de ces années, pour prendre encore plus. Il a essayé la deuxième approche, la minimisation. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. J'avais besoin d'un crédit relais. L'entreprise a eu un mauvais trimestre, et les banques refusaient de m'accorder un prêt à moi seul. Je protégeais ma famille. Tu aurais fait la même chose. Je n'aurais pas falsifié ta signature pour le faire, ai-je rétorqué. Il a essayé la troisième approche, le détournement d'attention. Sa voix s'est élevée, et il a pointé un doigt vers moi. Tu sais quoi? C'est exactement ce que tu fais d'habitude. Tu restes dans ton coin, tu tiens les comptes, et tu attends que quelqu'un fasse une erreur, pour pouvoir te sentir intelligent. Tu as attendu toute ta vie, de pouvoir prouver que tu es meilleur que moi. Arlon a parlé, sans lever les yeux de sa tasse. Kent, arrête. Le doigt de Kent s'est baissé. Il a essayé une dernière chose. L'ultime tentative. Sa voix s'est brisée. J'allais te le dire. Je te jure que j'allais te le dire, avant tout ça. C'est juste que j'ai été dépassé par les événements. Tu allais me le dire, ai-je repris, après avoir dit à ta fille de jeter ma montre aux toilettes, pour que j'arrête de prêter attention à mon propre argent. Après que maman m'ait envoyé un texto. Pour dire que je n'étais plus le bienvenu dans cette famille. Après que tu aies leaké ce message. Tu n'as pas été dépassé par les événements, Kent. Tu as planifié chaque étape. Les images de sécurité te montrent en train de donner la montre à Zara. Et de lui indiquer la direction des toilettes. Tu as manipulé une enfant de 13 ans pour qu'elle détruise mon bien, afin que je sois trop en colère pour 12 000 €, pour remarquer les 342 000 €. Petra a émis un son, pas un mot. Le genre de son qu'une personne produit, lorsqu'elle comprend pour la première fois quelque chose, qu'elle ne sera jamais vraiment capable de comprendre. J'ai posé le dossier sur la table. Tu as tiré la chasse sur une montre à 12 000 €. Moi, j'ai trouvé 342 000 € de dette, avec mon nom falsifié sur chaque page. Et le reçu est toujours dans mon portefeuille. C'était la réplique finale. La pièce l'a reçue, comme un tribunal accueille un verdict. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré.
Fini les rénovations, ai-je dit. Fini les dîners du dimanche. Fini les dîners d'anniversaire, où ta fille détruit ce que j'ai gagné. C'est notre dernière conversation. Mon avocat a déposé plainte pour usurpation d'identité auprès de la FTC, pour falsification auprès du bureau du procureur, pour fraude auprès des 4 prêteurs. Et il a lancé une procédure civile pour 30 800 €, en destruction de biens et détournement de fonds. Chaque dossier porte ton nom, Kent. Et 2 d'entre eux portent le tien, maman. Petra s'est levée. Elle n'a pas regardé Kent. Elle est allée dans le salon, a ramassé la veste de Zara sur le canapé, et a appelé le nom de sa fille, une seule fois. Zara a descendu les escaliers, son sac à dos déjà sur les épaules, comme si elle avait écouté, et qu'elle savait déjà. Petra lui a pris la main. Elles ont franchi la porte d'entrée. Elle ne l'a pas refermée derrière elle. Arlon s'est levé. Il a regardé Iris, pendant un long moment. Puis il a dit, « Ton mari aurait honte de vous deux. Il a construit une vie de ses mains pour ses garçons, et tu as laissé l'un d'eux voler le nom de l'autre. » Arlon est passé devant Kent, sans le regarder. Il a posé sa main sur mon épaule pendant 2 secondes, près de la porte. Ensuite, il est rentré chez lui. 2 jours plus tard, Kent a appelé. Sa voix était différente. Plus basse, plus lente. Il m'a dit qu'il avait eu des douleurs à la poitrine. Il a dit que le stress l'empêchait de dormir, l'empêchait de respirer, l'empêchait de penser. Il a dit que si j'allais au bout de ses plaintes, la pression l'enverrait à l'hôpital. « Tu vas tuer ton propre frère pour de l'argent » a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt de Decatur. J'ai glissé une enveloppe manille, sous la porte du bureau. À l'intérieur, il y avait le récépissé de dépôt certifié du bureau du procureur, tamponné et daté de ce matin-là. Pas de mots, pas de nom, juste le document. Si vous m'écoutez toujours, restez avec moi. Car c'est avec les retombées, que le titre cesse d'être une simple histoire, pour devenir une conséquence. Vous écoutez le coin Reddit, et les conséquences, c'est ce qui compte le plus. L'associé de Kent a déposé une demande de dissolution de leurs actifs communs, dans la semaine qui a suivi. Les 2 contrats de location de camions, détenus conjointement, ont déclenché une clause de défaut croisée, au moment même où l'associé a retiré son nom. Pacific Ridge a exigé le remboursement intégral du prêt d'équipement de 120 000 €. Kent ne pouvait pas l'assumer seul. Il m'a appelé une fois, pendant cette période. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Il a dit, « Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit. Tu pourrais arrêter ça, avec un seul coup de fil. » J'ai sauvegardé le message vocal. Fleming m'a dit qu'il pourrait être utile. Un vendredi matin, au début du mois de décembre, une dépanneuse de saisie est arrivée sur le parking de Decatur, à 7h15. 2 hommes, en chaussures de sécurité et gilets à haute visibilité, ont d'abord accroché le fourgon de Kent. Puis, le camion porteur de 8 mètres, avec le nom de son entreprise peint sur le côté. Kent a observé la scène, depuis la fenêtre du bureau. Un chauffeur nommé Miguel, qui était dans l'entreprise depuis le premier jour, s'est approché de la vitre, et a frappé. Kent a ouvert la porte. « Patron, je pointe la fin de mon service, ou je rentre juste chez moi. » Kent a regardé la dépanneuse. Son camion était à mi-chemin sur la rampe. Son nom était toujours sur le flanc. « Rentre chez toi, Miguel. » Miguel est resté là un instant. Puis il a déboutonné son polo d'entreprise, l'a plié soigneusement, et l'a posé sur le bureau, à côté de la pile de documents qui avait déclenché tout ça. Il n'a pas dit au revoir. Il a marché vers sa voiture, a démarré, et a quitté le parking pour la dernière fois. Petra a déménagé chez sa mère, à Henderson, avec Zara. Elle a préparé une valise pour elle-même, et une pour Zara, pendant que Kent était à l'entrepôt, essayant de négocier avec les créanciers. En vidant le classeur pour chercher son passeport, elle a trouvé les documents de constitution de KRC Project Service. Elle s'est assise sur le sol de la chambre, avec les papiers sur les genoux, et les a lus 2 fois. Elle a d'abord appelé sa mère, puis elle a appelé Kent. « J'ai trouvé la société écran » a-t-elle dit. « J'ai lu les statuts de constitution. J'ai lu les factures. Tu as créé une fausse entreprise, et tu as facturé les travaux de rénovation de ta propre mère à travers elle. Arlo a payé 28 000 € pour sa cuisine et son toit, et tu en as pris 18 000. Tu as falsifié son nom sur des prêts.
Qui aurait pu détruire son dossier de crédit pour une décennie? Tu as poussé ta mère à mentir à une banque. Et tu as utilisé notre fille de 13 ans, pour détruire le bien d'un homme dans un restaurant public, afin qu'il soit trop bouleversé. Pour examiner ses propres dossiers financiers. Kent a commencé à dire quelque chose. Petra ne l'a pas laissé terminer. J'ai fait le sac de Zara. J'ai fait le mien. Nous sommes chez ma mère. Ne viens pas ce soir. Kent est resté debout dans la cuisine, tenant son téléphone. La porte de la chambre de Zara était ouverte. Son lit était fait, avec la couette rose qu'elle avait choisie au printemps précédent. Son placard était à moitié vide. Les cintres se balançaient légèrement, sous l'effet du courant d'air dans le couloir. Ce soir-là, la maison comptait 2 chambres vides. Iris a arrêté de répondre au téléphone, après que le bureau du procureur l'a contacté. Les prêteurs ont tous ouvert des enquêtes internes. Gloria, la notaire, a vu sa licence suspendue, dans l'attente d'un examen de sa caution. Iris a engagé son propre avocat, 3 jours après Noël, en utilisant l'argent d'un compte d'épargne que, d'après ce que j'ai pu retracer, Kent n'avait pas encore découvert. J'ai failli me rendre chez elle en voiture. Le reçu était dans mon portefeuille, les plaintes étaient déposées. Et mon appartement était silencieux, d'une manière qui ressemblait moins à de la paix, qu'à une amputation. J'ai repensé à m'asseoir sur la chaise près de la fenêtre de sa cuisine, comme je le faisais le dimanche matin, quand mon père était encore en vie. Quand la maison sentait le café, que le journal était sur la table. Quand rien n'était falsifié, rien n'était volé, et que personne ne faisait semblant. Mais le reçu portait une date, le 8 novembre. Et le 6 novembre, ma mère avait appelé une banque, et avait prononcé mon nom dans un téléphone, comme si c'était une clé qu'elle avait copiée sans me demander. La chaise près de cette fenêtre, n'était plus la mienne. Elle ne le serait plus jamais. 3 semaines après la confrontation, Kent vivait dans le bureau de l'entrepôt, sur Decatur Boulevard. Il dormait sur un matelas gonflable, coincé entre 2 classeurs. Il restait un seul camion sur le parking. 2 avis de défaut de paiement étaient scotchés au mur, au-dessus du bureau où son associé s'asseyait autrefois. Le bureau était vide, désormais. La 2e chaise était repoussée contre le mur. Zara est venue lui rendre visite, un samedi de la mi-décembre. Elle s'est assise sur une chaise pliante, en face de Kent. Elle a posé son sac à dos sur le sol en béton, et l'a regardé pendant un long moment. « Papa, a-t-elle dit, je sais que tu m'as dit de le faire, avec la montre. Au restaurant, je me souviens que tu m'as montré quelle porte. Je me souviens que tu me l'as mise dans la main, et que tu as pointé du doigt. » Kent l'a regardé. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont portés sur le mur derrière elle, puis sur le carrelage, puis sont revenus sur son visage. Il a essayé de parler. Rien n'est venu. « Pourquoi m'as-tu dit de faire ça ?» a-t-elle demandé. Il a réessayé. Ses lèvres ont formé un mot, qui n'est jamais sorti. Il a regardé ses mains. Il a regardé le matelas gonflable. Il a regardé l'unique camion, garé à l'extérieur de la fenêtre. Zara a attendu. Elle a attendu plus longtemps qu'aucune enfant de 13 ans ne devrait avoir à attendre, pour que son père lui explique, pourquoi il avait fait d'elle une arme contre son propre oncle. Puis, elle a ramassé son sac à dos, en a fermé lentement la fermeture éclair, et est sortie. Elle s'est assise sur le trottoir, et a appelé Petra pour venir la chercher. Kent l'a regardée par la fenêtre. Il ne l'a pas suivie dehors. Kent est resté assis sur la chaise pliante. Zara était partie. Un camion, 2 avis de saisie, un matelas gonflable. Dans un entrepôt qui abritait autrefois 3 camions, 6 employés, et 342 000 € de prêts, garantis par un frère, qui s'asseyait à un bureau pour compter l'argent des autres, et qui n'avait jamais rien demandé à sa famille en retour. C'était le 21 décembre, quand je me suis assis à mon bureau, dans mon appartement, avec une tasse de café. Je regardais la lumière du matin entrer par la fenêtre. La ville était grise, pas un gris dramatique. Juste le gris ordinaire d'un matin d'hiver, qui ne vous doit rien, et qui ne prétend pas être beau. J'avais une nouvelle montre au poignet. Une Timex à 40 €, avec un bracelet en cuir. Elle donnait l'heure parfaitement. Elle ne pesait presque rien. Personne ne la regarderait jamais pour dire que je frimais. Personne ne la jetterait jamais aux toilettes, pour me donner une leçon. Et personne n'aurait jamais besoin de le faire, parce que la leçon, je l'avais déjà apprise.
Les choses que vous gagnez ne peuvent pas être détruites par les personnes qui vous en veulent de les avoir gagnées. Elles peuvent détruire l'objet. Elles ne peuvent pas détruire l'accomplissement. Arlon m'avait envoyé quelque chose par la poste, 3 jours plus tôt. Un petit cadre en bois, en noyer foncé, poncé à la main. Pas de mots, pas de carte, juste le cadre enveloppé dans du papier journal, avec l'adresse de retour d'Arlon, écrite au crayon sur la boîte. J'ai déplié le reçu. Le papier était devenu souple, après avoir passé 6 semaines dans mon portefeuille. Les pliures étaient devenues blanches. 12 000 €. 8 novembre. Joyeux anniversaire à vous-même, à l'encre bleue en bas, de la main de la vendeuse. Je l'ai placé à l'intérieur du cadre, et je l'ai posé sur le bureau, à côté de ma tasse de café. Le bois était chaud, et lisse. Arlon l'avait poncé à la main. Je pouvais le deviner, parce que les coins étaient légèrement arrondis, de la façon dont ils le deviennent uniquement, lorsque quelqu'un prend vraiment le temps de le faire. Le reçu n'était plus un simple reçu. C'était la preuve que j'avais gagné quelque chose de réel, avec mon propre nom, mon propre argent, et mes 8 propres années à dire pas encore. Personne ne l'avait falsifié. Personne ne l'avait vérifié, par un coup de fil à une ligne fixe. Personne ne l'avait signé, à part moi. La Timex à mon poignet faisait doucement tic-tac. 40 €. Elle donnait la même heure qu'une montre à 12 000 €. Le café était chaud. Cet appartement était le mien. Le nom sur chaque document du dossier était le mien. Et personne dans cette famille ne serait plus jamais assez proche pour me reprendre quoi que ce soit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a rappelé un fardeau que vous portez, ou quelqu'un que vous devez arrêter de porter, partagez-la avec la personne qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.